Salut! Pour installer un serveur virtuel sur notre ordinateur, on va choisir SAM. C'est gratuit, moderne et largement utilisé dans le monde avec une interface très intuitive. Avant de commencer, on doit s'assurer d'avoir les conditions requises pour pouvoir travailler avec SAM. Un bon ordinateur avec au moins 4 GB de mémoire vive, 150 GB de disque dur, ça va prendre environ 1 GB plus le travail que vous allez faire. Avec Windows 8, ça va être bon déjà. Donc, il faut avoir aussi les composants redistributables Microsoft Visual C++ 2015, 2017, 2019 et 2022 pour 32 bits et 64 bits si c'est nécessaire. Voici les logiciels que vous devez avoir déjà installé, sinon on va les vérifier. Mais oui, comme vous pouvez savoir si vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur, on va chercher sur les paramètres, menu de barrage, paramètres, et sur les applications installées, applications et fonctionnalités, on va filtrer ici par C++. Et on va voir ici, par exemple, moi j'ai déjà ici Microsoft. Vous voyez ici Microsoft 2015 jusqu'à 2022 redistributable et aussi pour, vous voyez ici 32 bits. Vous voyez. Bon, si vous savez déjà installer les librairies sur votre ordinateur, vous pouvez installer tranquillement votre serveur virtuel. Mais sinon, c'est pas grave non plus. Je vais vous expliquer par la suite la procédure pour les télécharger et pour l'installation. Dans ce cas-là, nous devons identifier quel type de système d'exploitation nous avons sur notre ordinateur, soit 64 bits ou 32 bits, pour décider si nous devons installer une ou les deux applications. Pour ce faire, on va chercher les propriétés de notre ordinateur. Assurez-vous d'être ici sur CPC. Et puis, clic droit sur un espace vide, propriété. Et là, vous voyez ici système d'exploitation. Vous voyez ici système d'exploitation 64 bits. Pour les ordinateurs de ces 64 bits, vous devez installer les deux. Si votre ordinateur est seulement 32 bits, pas besoin d'installer celle de 64 bits. Sauf que cette vidéo ne couvre pas l'installation de SAM sur des ordinateurs de 32 bits. Mais tu peux faire une recherche ailleurs ou me laisser un petit commentaire et je vais créer un tutoriel pour spécifiquement les ordinateurs avec système d'exploitation de 32 bits. Voilà. Une fois que le système d'exploitation a été identifié, on procède alors au téléchargement. On va chercher sur Google 2015-2022 redistributable. Google, ici, distributable. Nous avons ici le site web officiel de Microsoft, Last Support Visual C++ redistributable download. On fait clic sur celui-là. Et puis, on va le chercher. Et voici les installateurs. On voit Last Microsoft Visual C++ redistributable version. Donc, on voit ici celui qui est pour 64 bits et 32 bits. Lui, ce n'est pas l'objet de cette séance, donc maintenant je suis plus intéressé avec Windows 64 et 32 bits. Par contre, si vous savez de quoi je parle, vous pouvez le télécharger et l'installer aussi. Mais par le moment, on va travailler avec ces deux-là ici, 64 bits et 32 bits. Alors, on va les télécharger, le premier et le deuxième. Nous avons déjà les deux installateurs
On va y aller voir ici. J'aimerais vous remarquer un détail très important. Avant de télécharger un logiciel, assurez-vous de le faire à partir de la source originale. Dans notre cas, on l'a bien téléchargé à partir du site officiel à Microsoft. Mais des fois, ce n'est pas le cas. On va voir l'exemple plus en détail dans le moment de téléchargement de XAMPP. Après avoir téléchargé le logiciel, assurez-vous de vérifier la signature numérique. Comme on fait ça, par exemple, on fait clic droit sur le logiciel propriété et on va voir ici signature numérique, on voit ici Microsoft. Vous voyez ici, donc, c'est une signature numérique, comme j'ai dit là. Et SHA, c'est un code encrypté, tout ça, 1256, c'est correct. Même chose pour lui. Clic droit. C'est juste un surplus que maintenant on n'en a pas besoin parce qu'on l'a vu sur le site web. On vient de télécharger à partir de Microsoft. Vous voyez ici, lui, c'est correct. Mais il y a des fois qu'on télécharge à notre source, puis c'est très bon de vérifier. Maintenant, nous savons le logiciel. On va procéder à l'installation. On se place sur le logiciel, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, vous allez commencer une installation comme d'autres logiciels. Même chose pour lui, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà, vous avez déjà la librairie installée sur votre ordinateur. Mais pour continuer, il va falloir redémarrer l'ordinateur et commencer le téléchargement de XAMPP. Pour commencer, on va le chercher sur Google. On va écrire XAMPP Download. Et on va s'assurer de choisir la bonne source. Dans ce cas-ci, on voit ici apacheframe.org, on voit son icône, c'est correct. Puis on clique sur le lien vers le site officiel. Et ici, nous devons nous assurer de choisir le bon installateur selon notre système d'exploitation. Il y en a pour Windows, Browser XAMPP, Linux et beaucoup d'autres. Dans notre cas, bon, dans mon cas, moi, là, j'ai Windows, j'utilise Windows, mais 64 bits, mais on voit ici sur les boutons Download à 64 bits. Il y en a aussi qui préfèrent de télécharger les versions avant-dernière. Moi, je préfère toujours la dernière version parce que si est ici, parce que ça a été bien testé et ça devrait bien marcher. Une chose très importante que j'aimerais vous remarquer ici, c'est qu'on est dans ce moment-ci sur le site officiel à Apache Frame. On le voit ici, apacheframe.org. Je vais le mettre en français aussi. Sur ce bouton-là, nous pourrions le télécharger. Mais des fois, ça n'arrive pas. Au lieu de ça, il pourrait nous donner un petit lien vers une plateforme dans laquelle on trouve beaucoup de logiciels open source et ça pourrait devenir un peu compliqué au moment de téléchargement. On va le voir maintenant. Je vais faire clic sur télécharger 64 bits, la version 8.2.12. On reste encore sur Apache Frame. Mais le téléchargement ne commence pas. Mais on remarque ici un petit lien qui dit le téléchargement démarrera automatiquement. Sinon, cliquez ici. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant on va tomber sur un site où il y a beaucoup d'autres logiciels. Donc il faut s'assurer qu'on va choisir les bons installateurs à XAMPP. Donc pour le faire, je clique sur le petit lien et on est sur sourceforge.net. Vous voyez ici beaucoup de publicité et tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de logiciels sur ce site web là, mais je vais vous montrer quelle est la bonne façon de vérifier qu'on a les bons installateurs.
Donc, ici, on voit beaucoup de... On est ici sur la session à Apache, à SAM, je voulais dire, SAM file. Mais on voit ici un petit bouton vert. Download, last version, SAM, Windows. On voit ici beaucoup d'autres informations, mais on peut pas se concentrer. On va pas se concentrer sur toute cette information-là. Je vais cliquer sur Download last version. Et on voit que maintenant le téléchargement commence. Mais vous allez remarquer aussi que ce site web-là, il va changer son affichage. Vous allez voir beaucoup de publicité qui s'affichent. On ne se concentre pas sur cette affaire-là. On va attendre que le téléchargement commence. On voit ici que maintenant ça a commencé. Donc, et le téléchargement est fini. On va voir maintenant notre installateur sur le dossier de téléchargement. Bon, on est maintenant sur le dossier de téléchargement. On voit ici notre beau installateur. La première chose qu'on va faire, c'est de vérifier la signature de sécurité. Je fais clic droit, propriété. On va voir ici quelque chose qui dit signature numérique. Là, on voit SHA 1256. Donc, ça démontre déjà que notre logiciel est signé. Ça déjà nous donne un peu de confiance. Donc, on va fermer ici la fenêtre. Première mesure de sécurité sur notre ordinateur directement. La deuxième, c'est une ligne de commande qui est liée à quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ici, on survole le pointeur sur SHA1. Ça, c'est un code de sécurité aussi. Je ne vais pas vous expliquer trop pour ne pas venir trop technique, mais vous voyez un code ici qui commence par B600 et tout ça. Donc, vous devriez écrire ou prendre une capture d'écran. Comme ça, on va voir si je vais pouvoir la prendre. Avec une capture d'écran, oui. On va prendre ce code-là. Et il est là. J'ai ici mon code. Ok. Donc j'ai déjà mon code. Maintenant je vais exécuter sur PowerShell une ligne de commande que je vais vous laisser sur la description de la vidéo. Donc je fais PowerShell. Exécuter en tant qu'administrateur. Je vais copier tout simplement. La ligne horizontale montre les chemins vers les fichiers. Vous voyez au début de la ligne, il y a la lettre E, 2 points, diagonale, le nom de disque dur, diagonale, le nom du dossier, diagonale, le nom du fichier. Je vais vous expliquer en cas de besoin comment avoir le chemin complet vers votre fichier. Si vous avez votre fichier dans un emplacement comme ça, vous pouvez faire clic ici, sur cette barre-là, faire CTRL-C pour les copier et ouvrir un éditeur de texte. Dans ce cas-ci, c'est Notepad. Et si vous faites CTRL-V ou coller, vous allez avoir. Et si vous avez quelque chose comme ça, ce n'est pas un emplacement, c'est-à-dire un répertoire. Donc, pourquoi? Parce que dans mon cas, moi, j'ai tous mes fichiers dans un emplacement externe. Donc, je dois me rendre sur le disque dur, le nom du dossier et l'autre nom de dossier. Dans ce cas-ci, c'est téléchargement. Et voilà, j'ai là mon fichier. Je vais me placer sur la barre du navigateur de fichiers. Je clique ici. Je vais faire CTRL-C. Je vais ouvrir l'éditeur de texte, CTRL-V, et tout ça c'est mon répertoire au chemin vers mon fichier. Et celui-là, c'est la ligne de commande que nous devons exécuter sur PowerShell.
Donc, vous voyez ici la lettre O, téléchargement, tout ça, c'est exactement le chemin vers mon fichier. Celui-là, c'est le nom du fichier. Il y a des guillemets aussi, on va les garder. Donc, je vais faire tout simplement, mettons que celui-là, c'est juste mon répertoire à moi. Là. Donc, le vôtre, vous savez copier votre répertoire et vous allez remplacer tout ça à partir du diagonale jusqu'à la lettre qui représente votre disque dur. On va l'effacer, on va s'assurer de garder cette diagonale-ci, on va faire copier et coller. Et voilà, vous avez déjà tout votre répertoire à partir de la lettre de votre disque dur jusqu'à le nom de votre fichier et assurez-vous de garder les guillemets dans le répertoire. Après, vous allez copier tout ça sur PowerShell comme je vais vous expliquer par la suite. On fait CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller ici. Je devrais avoir un code unique comme celui que je vous ai montré tantôt et de toute façon, on va le voir directement sur le site parce que nous devons les comparer. Donc voilà, vous voyez, là ici on dit SH1. Donc, on va les comparer. Et voilà. Nous avons ici ce code qui est tellement important. Je vais voir si je peux agrandir ça. Oui. Il est tellement important. Vous voyez. Ça commence par B654. Vous devriez les comparer contre celui que nous avons dans la capture d'écran. Je vais l'ouvrir. B6, B, je l'ai tout vérifié déjà. Et c'est tout. Maintenant, vous avez un peu de confiance. On a fait ce qu'on est capable. On va procéder maintenant à l'installation. Maintenant, on est un peu certain que le logiciel que nous allons installer sur notre ordinateur est original et allons voir directement sur le dossier de téléchargement. On est prêt à installer notre serveur virtuel. On a validé la signature digitale. On a comparé les codes SHA1. Nous avons tout fait pour garantir le téléchargement du fichier original. Et nous avons de cette façon-là réduit la possibilité de prendre un virus ou avoir des problèmes de compatibilité. Malgré tout ça, il pourrait y avoir encore un petit problème de droit d'accès, un port qui pourrait être coupé, mais on va régler tout ça sur le chemin. Mais encore pour réduire tout risque, assurez-vous de vous connecter à votre ordinateur avec un compte administrateur et on va déjà commencer l'installation. Bon, on fait clic droit sur notre installateur, exécuter en tant qu'administrateur. Là, il me demande si j'accepte que ce logiciel puisse faire des modifications sur mon ordinateur. Je vais dire oui et on va continuer avec l'installation. Ça devrait avoir commencé. Ok. Voilà. Welcome. Ici, j'ai une alerte qui dit que à cause de mon antivirus, il y a certaines fonctionnalités qui pourront être affectées. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler après. Donc, on va dire oui. Oui encore. Et ça commence. Next. Tout ça, on va le laisser par défaut. On va dire oui. Ici, c'est juste simplement en train de me dire qu'il va créer un dossier sur mon disque dur qui va s'appeler SAM pour gérer les fichiers,
les programmes et tout ça. Donc, on va faire Next. Il me propose du langue, l'anglais et l'allemand. On va choisir l'anglais, bien sûr. On fait Next. Next encore. Et l'installation commence. Et c'est fini. Ça me demande, do you want to start the control panel now? On va le laisser comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. On va faire finir. Ya on me demande si on veut accepter que le logiciel démarre. Je vais dire oui. Là. Et là, nous avons les panneaux de configuration de SAM et ça a l'air bon. On va voir si on est capable de démarrer le serveur. Ça c'est Apache, c'est le serveur. Ici on voit MySQL qui c'est la base de données que nous sommes en train d'utiliser. Donc je vais faire démarrer et ça démarre. SAM, on va voir si MySQL démarre parce que sinon on va commencer à régler des problèmes. Donc on va la démarrer et oui, ça marche bien. On n'a pas eu de problème, vous voyez. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas d'autre gesteur de base de données. Avant, je l'avais, mais j'ai dû arrêter les processus. Je vais vous expliquer des choses qui pourraient arriver pendant l'installation et la configuration de SAM. Je vais vous expliquer maintenant un peu le plus essentiel des panneaux de configuration de SAM. Sur ce bouton-là, nous devons démarrer notre serveur pour pouvoir afficher notre projet web. Nous devons aussi démarrer avec ce petit bouton ici, le gestionnaire de base de données. Je vais vous montrer ça. On démarre Apache, c'est le serveur, et on démarre notre base de données. Il y a une espèce de connexion qui est faite quand on démarre ces services-là et qui ce type de connexion se font par port. Les ports qui sont connectés au serveur et à la base de données. On voit ici que pour la base de données, on utilise les 3306 et pour le serveur, on utilise les 80. Si on veut voir si le serveur vraiment est en train de rouler, on le voit ici, on n'a pas. S'il y avait des problèmes, on allait avoir ici des textes rouges qui vont nous dire quel type de problème nous avons ici et comment nous pouvons les régler. Il va nous donner une certaine idée. Lorsqu'on a déjà une certaine expérience, on est capable déjà de régler tout ça rapidement. Des problèmes très suivants qui arrivent, c'est par exemple que la base de données, le gestionnaire de base de données ne peut pas se connecter au serveur. Donc, à ce cas-là, il faut changer les ports de connexion. Ça pourrait arriver aussi avec Apache, mais imaginez-vous, c'est une grande quantité de problèmes qu'on pourrait trouver. Et si vous avez un problème, vous allez devoir chercher, parce que maintenant on n'a pas de problème. On va vérifier par exemple l'administrateur du serveur. Ici, c'est ouvert sur mon autre écran. Là. Quand on voit ça, on sait déjà que notre serveur est en train de rouler. Vous voyez, ici, c'est le gestionnaire de base de données qui s'appelle PHP MyAdmission. Fait clic ici, on va voir toutes les bases de données que nous avons par l'instant. Comme nous n'avons pas créé de projet, nous voyons juste les bases de données qui sont naturelles, qui sont juste les bases de données qui appartiennent au serveur. On le voit ici. Et à la prochaine séance, je vais vous expliquer comment on peut commencer à créer notre premier projet web. Ici, tout marche bien, mais juste pour vous donner une idée quels sont les types de problèmes qui pourraient vous présenter, comme je vous ai dit tantôt, que vous ne pouvez pas vous connecter. Par exemple, si il vous affiche un problème que ça dit que MySQL ne peut pas se connecter,
Par ici, on peut gérer ce type de problème. Mais ici aussi, on voit ici log. Log, c'est un fichier de texte qui enregistre selon le type de problème. Par exemple, je vais l'ouvrir ici. On fait clic sur log de MySQL. Ça, c'est de MySQL. Celui-là, c'est pour les serveurs AO. Mais on va faire clic ici et on va voir tout ce qui arrive, quels sont les types de problèmes ici. Par exemple, à cette heure-ci, server socket created, tous les processus, il n'y a pas de difficulté ici. Même chose pour les serveurs. S'il y aurait des problèmes de connexion de port, vous pouvez les régler ici. Vous allez venir sur service et port, changer les ports, port Apache, port MySQL. Il pourrait y avoir aussi un problème d'accès. S'il y a un problème d'accès, vous devriez donner des accès sur les dossiers SAM. Ici, par exemple, peut-être vous allez vous rendre sur le dossier et donner des droits d'accès